Bonjour à tout le monde. Alors, je vous rassure, vous ne vous êtes pas trompé d'hémicycle. Vous êtes bienvenus assister à un débat animé par Xavier Mauduit sur l'histoire des préjugés. Mais la tradition au rendez-vous de l'histoire, vous le savez, c'est de remettre un certain nombre de prix. Et ce matin, nous remettons, comme c'est de tradition le dimanche matin, le prix de la dictée historique. Alors, pourquoi je prends la parole? Je suis le président de la communauté d'agglomération de Blois et cette dictée est organisée avec les équipes des bibliothèques de l'agglomération de Blois, Aglopolis, comme vous pouvez le voir sur l'affiche. Cette année, c'est Isabelle Hollandona qui s'est prêtée à l'exercice de lire la dictée. Nous allons tout à l'heure appeler la lauréate. Je voulais simplement vous dire tout le plaisir que nous avons à mêler les approches de l'histoire à nos chers rendez-vous et que depuis maintenant une dizaine d'années, chaque année, donc un grand historien, une grande historienne nous fait le plaisir de jouer au maître d'école de la Troisième République avec cette dictée. Et puis, comme vous êtes ici pour venir réfléchir aux préjugés et qu'Isabelle avait choisi un texte de Marc Bloch pour cette dictée, je ne résiste pas au plaisir de vous relire un passage très célèbre de Marc Bloch qui illustre à sa manière le combat contre les préjugés. Il est deux catégories de Français qui ne comprendront jamais l'histoire de France, ceux qui refusent de vibrer au souvenir du sacre de Reims et ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération. Donc, combattons tous les préjugés. Isabelle, c'est à toi. Merci. Merci Christophe. Alors je serai brève simplement d'abord pour remercier les candidats à la dictée qui ont été parfaitement assidus. C'est un exercice étrange que de dicter un texte, c'est quelque chose qui ne m'est pas familier, que j'ai fait avec beaucoup de plaisir. En effet, j'avais choisi Marc Bloch en privilégiant, comme je l'avais expliqué aux candidats, plutôt le fond que les difficultés orthographiques ou grammaticales. Il y en avait peu, mais en réalité, je me suis aperçue d'une chose qui est peut-être une banalité, mais quand verbalisant un texte, des choses qui semblaient finalement simples ne le sont peut-être pas autant qu'on le pensait. Et par ailleurs, histoire de troubler un peu les esprits, alors c'est pas tellement dans l'ordre des préjugés, mais il y a eu après la dictée de cet extrait de l'Apologie pour l'histoire, qui est le passage très connu dont tous les historiens de ma génération et d'autres ont été nourris, hein, papa, à quoi ça sert l'histoire? Il y avait un petit texte de difficultés orthographiques qui a été proposé ensuite pour essayer de départager les candidats, qui est extrait d'un texte de Maurice Druon. Et il faut dire que c'était un peu déroutant, je crois, pour la plupart des candidats. Et moi-même, quand j'ai écouté cette dictée, il y a deux mots sur lesquels je pensais que j'aurais fait une faute, esbrouf et bagou. Spontanément, je l'aurais écrit avec deux F. Et bagou, peut-être, pas avec une certitude absolue, je l'aurais écrit avec un T. Et avec une de mes collègues, qui d'ailleurs va bientôt s'asseoir là, je crois, hier en discutant, on a contrôlé dans le dictionnaire. Et figurez-vous que esbrouf peut s'écrire avec deux F, c'est ainsi que l'écrivait Balzac dans César Birotteau, et que le CNRTL permet, consent que l'on écrive bagou avec un T. Donc je suis désolée, mais il me semblait utile de donner cette petite précision orthographique. Alors c'est l'heure de remettre le prix et donc d'appeler notre gagnante, Madame Saint-Albin, c'est ça? De Saint-Albin. De Saint-Albin. Voilà, vous avez 2 minutes. Non, pas 2 minutes. Ah, ce que vous voulez. Eh bien, c'est vrai que je suis très, très heureuse d'être là et de parler de l'orthographe en quelques mots, en disant combien c'est important. J'avoue que je suis professeure, donc j'ai effectivement fait des dictées. Agrégé de grammaire en plus. Hein. C'est pas du jeu. Bon. Je m'abstiendrai la prochaine fois. Mais je ne suis pas la seule d'ailleurs à concourir avec ces titres-là généralement, mais non, c'est vrai que cette orthographe, pour moi, ce que j'y aime, c'est les règles. C'est vrai, il en faut pour vivre, mais surtout ces exceptions, avec ce joli dicton, c'est l'exception qui confirme la règle. Donc, c'est une très bonne idée, je trouve, de proposer cet exercice à des tas de gens. Je suis émerveillée de voir
combien les gens viennent en n'ayant aucune gêne de faire 45 fautes. Enfin, j'ai bien vu des copies. Et ça aussi, c'est bien dans l'orthographe. Et j'ai trouvé, même dans mon enseignement, de pouvoir dire à un enfant, tu n'es pas bon en orthographe, non, tu fais beaucoup de fautes, ce n'est pas grave. Tu auras une belle vie quand même. Ce n'est pas essentiel. Mais c'est bien de lui donner sa place quand même. Et je vous remercie beaucoup de cette organisation. On va juste faire une photo en vous remettant les... Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là un dimanche matin à l'heure de la messe. Mais regardez cette brochette d'enfants de chœur, absolument magnifique. Merci à vous aussi d'être venus, d'avoir déjà avant tout participé à cette histoire des préjugés. Mais quelle aventure! Et avec Jeanne Guéroux, avec qui nous avons mené cet ouvrage Histoire des préjugés, réellement ça a été, on ne peut pas dire que de la facilité, mais ces difficultés n'ont été qu'un plaisir. Et avec ces échanges qu'on a pu avoir avec tous ces auteurs, il y en a 39, historiens, historiennes. Le principe du livre était très simple, réflexion avec les arènes, merveilleuse maison d'édition, comment transmettre l'histoire, comment réfléchir à l'histoire. Et avec Jeanne Guéroux, l'idée était de faire un petit pas de côté. Pour ma part, l'histoire, je la côtoie au quotidien dans le cours de l'histoire sur France Culture. Jeanne Guéroux travaille avec Jean-Noël Jeannet pour Concordance des temps, tous les samedis matins sur France Culture. Mais bonheur partagé. Nous partageons Jeanne. Nous avons la chance de travailler tous les deux avec elle. Et vraiment, il y a... Jean-Noël, je pense qu'on peut l'évoquer dans notre démarche, l'idée que historiens, historiennes qui travaillent sérieusement sur le sujet mettent souvent le préjugé de côté, parce qu'en soi, c'est un préjugé, et que c'était pour beaucoup très intéressant de mettre au cœur de leur réflexion ce qui, normalement, est censé être à côté, parce qu'on sait que c'est faux, on sait que ça existe, donc c'est étudié, et là, le remettre au centre, ça permettait de réfléchir à son propre sujet. C'était un petit peu ça, hein, la démarche. Et c'est intéressant dans la démarche même de l'historien, de se dire, je vais regarder comment les autres regardent négativement mon sujet. Négativement ou éventuellement positivement, d'ailleurs, ce n'est pas toujours absolument négatif. Cette recherche qui est la vôtre, cette idée qui était celle des éditions à Rennes, me paraît se situer très directement dans ce qui est un des aspects de la vitalité de l'historiographie contemporaine. Je veux dire que nous nous intéressons, notre génération, je parle des plus jeunes d'entre nous, nous nous intéressons beaucoup à
à la question des représentations. Les émotions, évidemment, c'est lié à l'école d'Alain Corbin, magnifique initiateur. L'idée que, au fond, j'avais donné ce titre il y a assez longtemps à un ouvrage consacré non pas aux préjugés, mais aux stéréotypes. Une idée fausse est un fait vrai. Autrement dit, et je crois que ça s'applique très bien à votre idée initiale, un préjugé, même si on a le sentiment qu'il est profondément à distance d'une réalité telle qu'on peut la débusquer, devient à son tour un moteur de l'histoire. Et c'est cela, me semble-t-il, qui donne une énergie particulière à votre propos et à votre intention, et qui permet de resituer cette question des préjugés dans l'ensemble des réflexions de notre corporation sur le passé. Avoir dit que tel ou tel... Par exemple, alors les stéréotypes et préjugés, serait intéressant, peut-être ferons-nous tout à l'heure, de distinguer les choses. Les stéréotypes concernent souvent les peuples étrangers. J'avais repéré, par exemple, la profonde réflexion d'observateurs voyageurs français en Grande-Bretagne sur les pieds des Anglaises. On trouve chez Jules Vallès, chez Stendhal, l'idée que les Anglaises ne marchent pas, qu'elles se déplacent, qu'elles ont des pieds vraiment qui fonctionnent à plat sur le sol d'une façon très déroutante pour un esprit français. Je prends cet exemple, on pourrait en avoir évidemment beaucoup d'autres. Je ne sais pas si... J'ai regardé, mais je n'ai en rien inspiré ce livre. Si vous aviez, parmi les préjugés, quelque chose sur les pieds des Anglaises, eh bien non. Ce qui veut dire qu'un tome 2 me paraît s'imposer. On pourra vous fournir à cet égard quelques idées. Et l'autre conviction que j'ai retirée de la lecture de cet ouvrage, de la relecture de mon propos, qui est évidemment au centre de toute réflexion sur ce point, mais aussi de quelques autres qui se sont agglutinés au mien, c'est l'idée que effectivement, croire des choses sur les autres conduit à regarder les autres différemment, donc à agir dans l'ensemble des passions conjuguées et des actions qui se retrouvent d'une manière différente. Et là, on entre vers un gouffre où je ne m'aventurerai pas, et je me hâte de vous rendre la parole. Mais avec la justesse de définir les mots du sujet, on sent cette formation classique que nous avons tous et tous. Mais c'est vrai, préjugé, il faut le rappeler, vous avez raison Jean-Noël, un préjugé peut être positif. Les Italiens chantent bien. Les Suédois sont sublimes, etc., etc. Vous avez remarqué ? Oui, j'ai remarqué déjà. Mais et on sait que voilà, c'est un préjugé positif. Et ce qui nous a intéressé particulièrement, ce sont les préjugés extrêmement négatifs, stigmatisants, qui visent des peuples, mais pas seulement. Et c'était ça aussi qui était très intéressant à voir se construire devant nous avec Jeanne Guéroux, de voir tous ces préjugés. Mais je vais être honnête avec vous, Jean-Noël, on a pensé au tome 2 et on s'est dit qu'il pourrait y en avoir 25, 30, 50, tant. Toute notre lecture du monde est préjugée. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Et on peut faire le test tous ensemble. Moi, j'en prends quelques-uns. Mais c'est le ver porte malheur. On l'a déjà entendu. Enfin, on le sait. Les gauchers sont maladroits. Les Japonais sont suicidaires. Les pauvres vivent sur le dos des riches. Oui, les Chinois sont fourbes. En fait... Pour ma part... Les Italiens frivoles. Les Italiens frivoles. Et les Espagnols n'en parlons même pas. Les Anglais excentriques. Il y a un texte sur ces Anglais excentriques. Moi, vraiment, ce que j'ai ressenti en préparant... Mais alors là, je vous parle de moi. Je me suis dit, mais comment je le sais ? Personne n'est jamais venu un jour devant moi, ou en classe, ou n'importe où, en me disant, les Chinois sont cruels. Mais je le sais. Et c'est là où, avec Jeanne, on s'est dit, donc ces préjugés, ils sont très très forts. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont tenaces et on n'arrive pas à les retirer. Delphine Diaz, bonjour. Juste pour faire, parce qu'on parle des roues, du verre, etc. Vous, au moment de penser aux réfugiés, et là d'un seul coup la notion même de préjugé, c'est plus du tout souriant et anecdotique parce qu'on est au cœur de l'actualité. C'est-à-dire que la lecture que l'on peut avoir de l'actualité, elle doit prendre en compte ses préjugés. Donc les déconstruire, c'est aussi comprendre l'actualité. Oui, effectivement, c'est une question qui s'est posée à travers la rédaction de ce texte sur les réfugiés. Les réfugiés profitent du système.
discours qu'on entend sans cesse et sur lequel je me suis interrogée en essayant de prendre un petit peu de recul, de profondeur historique. Finalement, à partir de quand on dit que les réfugiés profitent du système ? En fait, en remontant vraiment aux politiques justement d'accueil des réfugiés, la construction même de la catégorie du réfugié au XIXe siècle en France, on se rend compte que d'emblée, à partir du moment où on isole les réfugiés d'autres étrangers, à partir du moment où on commence à leur attribuer des secours financiers, parce que les réfugiés étaient secourus, ce qui n'était pas le cas ni des autres étrangers, ni des pauvres Français par ailleurs, et voilà, ça commence ce discours à se développer, effectivement. Il y aurait une catégorie d'étrangers qui viendraient profiter du système, qui abuseraient du titre de l'exilé politique pour finalement profiter de la générosité de la nation qui donne l'accueil. C'est vraiment ça, hein. C'est historien, historienne remonte à la source des préjugés. Et c'était vraiment l'idée, c'est de dire aux spécialistes du sujet quel est le grand préjugé dans votre domaine, et puis on tire le fil. Et à partir de quel moment il naît et comment il a évolué, et surtout comprendre pourquoi il est toujours présent. Et il y a eu des vraies surprises. Catel Berthelot, qui est spécialiste du monde juif, moi j'étais sûr, Catel, les juifs, c'est l'argent. Et Catel Berthelot fait non. Les Juifs et l'argent, c'est récent, c'est le Moyen-Âge. Il faut remonter dans l'Antiquité pour avoir le vrai préjugé sur les Juifs. Les Juifs, ils vivent entre eux, ils sont solitaires, ils se soutiennent tout le temps. Et c'était vraiment fascinant de voir, je ne sais pas vous, comment vous l'avez ressenti les uns les autres, à réfléchir sur ces préjugés. Eugénie Briot, mais pour vous, j'ai presque envie de dire, c'est simple parce que ça concerne les femmes. Là, ce n'est pas un volume, hein, c'est une bibliothèque entière de préjugés sur les femmes. C'est ça. Alors, moi, j'ai travaillé sur le parfum et les femmes qui se parfument, qui sont des cocottes, qui sont des femmes dangereuses, des femmes fatales dont il faut se méfier. Et c'est vrai que tout ce préjugé est construit sur le préjugé fondamental autour des femmes, c'est qu'elles sont à l'origine même du péché. Et ce péché qui est celui d'Ève, eh bien, toutes les femmes le portent. Et on trouve jusqu'au XIXe siècle comme une évidence le fait que si les femmes ont commis une mauvaise odeur est le signe et la marque olfactive de ce péché originel. Alors celui qui résume le mieux la situation, c'est un personnage de la faute de l'abbé Mouret de Zola, qui s'appelle le frère Archangias, et il explique comme une évidence que nous savons tous bien que les femmes puent, qu'elles puent le diable, qu'elles le puent aux bras, aux jambes, au ventre. Et il conclut en disant « c'est ce qui ensorcelle les imbéciles ». Voilà. Donc à partir de ce moment-là, si les femmes promènent cette mauvaise odeur depuis l'origine même des temps, il faut bien qu'elles essayent de la combattre, et le parfum intervient comme une sorte de masque olfactif qui vient ajouter la faute à la faute. Parce que non seulement elles sont coupables du péché originel, on le voit bien puisqu'elles sentent mauvais, mais en plus elles essayent de le déguiser, de le masquer, de le faire oublier avec les parfums. Donc effectivement c'est un préjugé qui est construit sur un autre préjugé et il y a d'autres ramifications qui viennent se superposer à celui-là, mais qui va s'agrafer du fait que ce qui est l'œuvre de Dieu ne doit pas être évidemment transformé, et que vouloir masquer cette mauvaise odeur avec un parfum, c'est encore plus grave. J'ai vu plein de mouvements de narines dans la salle. Non mais Eugénie, en fait, dans tous les cas, les femmes sont perdantes. Parce que soit c'est le vrai parfum de la nature et c'est diabolique, soit c'est un très bon parfum, mais là c'est la séduction et quelque part c'est diabolique aussi. C'est ça. C'est ça. Donc, de toute façon, elles sont enfermées complètement par ce préjugé. Et puis, ce qui est très étonnant, en fait, c'est de voir que jusque dans les années 70, certaines publicités, voire de nombreuses publicités pour les déodorants, étaient encore construites sur ce préjugé, avec un savon déodorant qui s'appelait Dédoril, qui était vendu. Alors, il mettait en scène une femme levant le bras devant un homme qui était la malheureuse victime de la scène représentée, donc qui fronçait le nez avec un air de dégoût absolu. Et puis, la légende disait « à vue de nez, il est 5 heures ». Voilà.
Et plusieurs situations étaient montrées. Donc il y avait la secrétaire, la jeune femme qui essayait des robes chez un tailleur. Il y avait aussi la secrétaire médicale qui voulait regarder une radio. Donc même des situations où les femmes étaient mises en avant dans un contexte professionnel. Mais elles ne pouvaient absolument pas échapper à cette nature malodorante qui était la leur. Et puis, il n'y a pas que les femmes qui sentent mauvais, il y a les roux, c'est bien connu. Non, les roux sentent fort. Michel Pastoureau, dans cette histoire-là, bien sûr, les femmes ne peuvent pas échapper à leur odeur, même si elles tentent de la dissimuler. Quant aux roux qui sentent fort, et les roux qui ont plein de tares, ça n'a pas toujours été le cas. Et alors là, le regard de l'historien est très, très pertinent parce que ça recontextualise la naissance d'un préjugé, d'où ça vient et comment ça se transforme. Pourquoi les roux, il faut s'en méfier. Oui, ça remonte très haut, ce préjugé anti-roux, en quelque sorte. Dès l'époque romaine, on a de nombreux documents qui nous montrent que les roux sont regardés d'un regard différent, sont rejetés. En latin, rufus, c'est une injure tout à fait ordinaire, qui perdure d'ailleurs en latin médiéval. Quand on veut prendre la couleur rousse en bonne part, on ne dit pas rufus, on dit russus, et ainsi de suite. Alors, la raison principale, c'est l'écart, comme toujours. Le roux, c'est celui qui n'est pas comme les autres. Du point de vue pilosité et cheveux, c'est ce qui se voit en premier. Et ça traverse les siècles. Et puis, sur ce rejet se construisent des idées qui s'accumulent. Les roux sont menteurs. Le renard qui est roux, c'est l'animal hypocrite par excellence. Le roman de renard, naturellement, est un laboratoire pour étudier tous ces problèmes. À l'époque moderne, on rajoute d'autres idées. Les roux sentent mauvais, par exemple. Ça, c'est inconnu de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Ça apparaît au XVIIIe et surtout au XIXe siècle. Bref, on accumule sur le rejet initial toutes sortes de vices supposés. Le cortège s'allonge au fil des siècles et des décennies. Mais il faut quand même rappeler que tout ça est très, très culturel et donc, peut-être pas sur les roux, mais sur d'autres préjugés, ce qui pour nous aujourd'hui est dénonciation de préjugés sera peut-être préjugé pour nos successeurs. Il y a des mouvements de balancier et on n'échappe pas à tout cela. Est-ce que dénoncer les préjugés, ça n'est pas déjà un préjugé? Donc on peut essayer de réfléchir à ce type de problème et on le voit avec ce qui change au fil des siècles en matière de préjugés. Moi, je me suis penché sur ce qui concernait non pas les animaux, non pas les humains, mais les animaux. Et le cas du cochon, qui est présent dans le livre. Et le cochon a beaucoup de vices dans les sociétés anciennes. Il est sale, il est goinfre, il est impie. Mais il n'est pas lubrique, sale sexuellement. C'est le chien qui remplit cette fonction. Et puis, à la fin du Moyen-Âge, au début de l'époque moderne, quand le chien se revalorise et devient l'animal compagnon de l'être humain que nous connaissons, il faut le débarrasser d'un certain nombre de ces vices qui sont nombreux, notamment ce vice de lubricité. Et alors, on le déverse sur le cochon qui n'y était pour rien, qui avait déjà beaucoup d'autres vices, mais il devient en plus l'animal sexuel, l'animal lubrique, et commence à se mettre en place des faits de langue et de lexique sur lesquels nous vivons encore aujourd'hui. Faire des cochonneries, vieux cochon, balance ton porc, etc. Jamais on aurait dit ça dans la Rome antique. On aurait dit faire des chienneries, balance ton chien. Donc, il n'y a pas que les hommes et les femmes qui sont victimes de préjugés, les animaux également, les couleurs, Xavier l'a rappelé. Donc mes spécialités animaux et couleurs sont concernées. Le vert porte malheur, ça remonte assez haut, quelques traces dans l'Antiquité romaine, mais surtout à la fin du Moyen-Âge. Dans le théâtre baroque, beaucoup, et puis ça reste encore aujourd'hui d'actualité, puisque n'importe quel bijoutier sait que vendre une émeraude, c'est un exercice difficile, la pierre est belle, tout le monde reconnaît, mais elle pourrait porter malheur. Dans ce que vous venez de dire, Michel Pastoureau, il y a l'idée de verbaliser le préjugé. Ne serait-ce pas,
encore une fois, diffuser le préjugé. Et vraiment, avec Jeanne Guéroux, quelque chose sur quoi nous avons beaucoup réfléchi. C'est vrai que c'est difficile, hein, et on sait bien aujourd'hui, dans le mouvement qu'il peut y avoir dans un monde anglo-saxon où l'on veut effacer tout ce qui pourrait gêner, quitte à effacer même une certaine forme de travail scientifique, c'est compliqué de verbaliser même le préjugé. Et c'est très intéressant parce que au moment de construire l'ouvrage des arènes, eh ben, on s'est dit, est-ce qu'il faut mettre clairement les Chinois sont fourbes? Est-ce qu'on doit l'écrire clairement? Oui, on verbalise le préjugé et après on le déconstruit. Ce ne serait pas possible dans toutes les civilisations. On le sait bien aujourd'hui, aux États-Unis, ce serait sans doute difficile de le dire de manière aussi nette. Et par rapport à ce que vous disiez, Michel, sur l'évolution des préjugés, une question qu'on m'a souvent posée au moment de présenter le livre, c'est est-ce qu'il y a de nouveaux préjugés? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a de nouveaux préjugés? Et je vais être honnête, je n'ai jamais su répondre. Parce que j'ai l'impression qu'un préjugé ne fonctionne que si il a une historicité, que s'il remonte à un lointain passé qui nous conduit à l'évidence. Ah, c'est le bon sens, ça a toujours été ainsi. Et c'est pour ça que je n'ai jamais su répondre en disant que tous les préjugés, même sur les jeux vidéo, etc., en fait, peuvent se raccrocher à d'autres préjugés. D'ailleurs, c'est pourquoi dans le livre, à chaque préjugé, on a renvoyé vers d'autres préjugés. Alors moi, je suis preneur, là. J'ai les cadors de la pensée. Si vous voyez des préjugés qui pourraient surgir dans nos sociétés qui n'existaient pas avant, moi j'ai vraiment l'impression que c'est toujours des transformations, des adaptations. Oui, en histoire, il y a toujours des cycles longs entrecoupés de cycles plus courts et les préjugés n'échappent pas à la règle. Donc, sur le monde d'aujourd'hui, on peut avoir des préjugés de courte durée, et soit qui disparaissent, soit qui s'inversent. Ce qui manque peut-être un peu dans notre réflexion, c'est le point de vue d'hommes et de femmes ou de chercheurs, chercheuses venant d'ailleurs que le monde occidental. Ça nous pousserait à relativiser nos propos peut-être, ou à les déplacer, ou à les compléter. Donc nous avons, nous, des préjugés partagés largement en Occident, qui ne sont pas des préjugés dans d'autres cultures, qui ne l'étaient pas, même chez nous, dans des cultures plus anciennes. Bref, je répète, tout cela est très, très culturel, même étroitement culturel. Et on est presque prisonnier. On n'échappe pas aux préjugés. Et je le répète, dénoncer des préjugés, c'est déjà un préjugé. Oui, bah oui. Parce qu'on c'est un piège, le sujet que vous avez choisi. Mais dans le livre, c'est vrai qu'avec Jeanne, on a cherché à mettre en évidence d'autres préjugés, parce qu'on ne peut pas traiter tous les préjugés, on l'a dit tout à l'heure, il faudrait tant et tant de volume. Par exemple, il n'y a rien, mais accrochez-vous, sur les Belges, il n'y a rien sur les Suisses. Pourtant, il y avait de quoi faire. Les Bretons y échappent. Et on a par contre fait des préjugés demandés à des spécialistes sur les aborigènes. Justement, le regard porté entre anglais et aborigènes, les Tchèques par rapport au reste de l'Europe, avec cette volonté d'essayer de voir. Mais ce que vous disiez, Michel, c'est vraiment ça. C'est aussi, on est dans un moment de l'historiographie où, en France, en écho à ce que disait Jean-Noël, il y a cette vivacité et qui n'est pas la même peut-être ailleurs. Et on a eu du mal, il faut être vraiment objectif, à chercher dans d'autres pays des historiens, historiennes qui auraient réfléchi à ces sujets-là du point de vue de l'Inde et tout. Enfin, le nombre de contacts qu'on a eu, c'est considérable. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que c'est une amorce de réflexion pour aller loin. Et puis, vu qu'on aime l'histoire, c'est le temps aussi. Et donc, ce qu'on a voulu, comme vous le disiez, Michel Pastoureau, c'est les humains, les groupes humains, les animaux, les couleurs, enfin, montrer que les préjugés sont sur tout, et les préjugés sont sur les périodes historiques. Et Jean-Paul Demoule, archéologue, est là. Excusez-moi, je me permets une parenthèse, mais au lycée Michelet, avant, il y a quelques dizaines d'années, les deux là étaient assis côte à côte dans la même salle de classe, deux camarades de classe. Et voilà, et Jean-Paul m'a envoyé la photo de 3e. Et j'ai vu ça. Et ils étaient là. Non, c'est super beau, moi j'adore se retrouver à Blois aujourd'hui, je trouve ça magnifique. Jean-Paul... je voudrais préciser que nous sommes tous les deux de la même année, qui est l'année du cochon dans le...
Dans l'horoscope chinois. Dans l'horoscope chinois, et que dans l'horoscope chinois, c'est une image très positive. C'est voilà. Un animal sage qui est au milieu de sa flaque de boue et qui regarde le monde avec... c'est un animal même porte-bonheur. Donc la différence culturelle ici est énorme entre l'image du porc en Occident et ce qu'elle est dans une partie de l'Asie. Jean-Paul a tout à fait raison. Et puis, bien sûr, Jean-Paul Demoule, c'est le regard porté sur les périodes historiques, sur la préhistoire principalement, que vous avez traité. Vous l'avez fait aussi avec les Gaulois. Sur la préhistoire, c'est absolument sensationnel de voir comment notre regard sur une période historique se construit à partir de préjugés et que la déconstruction de ces préjugés, c'est vraiment une autre histoire qui s'écrit. Mais la préhistoire en a pris cher, quand même. Oui, et avec effectivement des retournements réguliers, puisque longtemps c'était la Bible, donc il n'y avait pas d'hommes préhistoriques. Quand on commence à admettre les hommes préhistoriques, donc ils sont plutôt du côté des savants libres penseurs, qui est Darwin, l'homme du singe, etc. Donc quand on découvre les grottes peintes, ça ne marche pas, puisque c'était un homme singe. Et symétriquement, les savants catholiques sont très contents. Ça prouve qu'il avait une âme. Donc, les savants positivistes ont expliqué que, forcément, c'est des faux. C'est pas possible que ça ait été fait par un homme singe, et ainsi de suite. On a ces mouvements de balance. Effectivement, la guerre du feu dans le roman de Rosny, 1912, c'est plein de férocité, de bagarres, d'horreur, etc. Alors que le film de Jean-Jacques Hano, 1981 ou 82, au contraire, il y a une gentille femme sapiens qui va civiliser le néandertalien, lui apprendre la position du missionnaire et la transcendance avec la lune en haut du ciel. Donc on a sans arrêt ces mouvements de balance qui reflètent nos propres préjugés, bien évidemment. Oui, parce que sur les périodes historiques, c'est vrai que c'est très très riche en préjugés. Bruno Dumézil, sur les préjugés portés sur l'histoire. Alors c'est sûr que là, vous venez de publier Les Mérovingiens. Question préjugée, par exemple, sur ces pauvres souverains qui ont quand même fait une partie de notre histoire. Les préjugés sont très lourds. Là, vous avez réfléchi sur les barbares. Là aussi, cette notion d'invasion barbare, de barbares et ces sauvages qui envahissent l'Europe et encore plus loin et qui vont en Afrique du Nord, ça, c'est très prégnant dans notre lecture aussi de l'histoire. Oui, là, on cherchait un préjugé universel. Le barbare, c'est parfait. Les étrangers sont nuls, où que vous soyez. Donc l'autre est toujours une catastrophe. Depuis qu'on commence à avoir des images, sous les sandales de Toutankhamon, il y a la représentation des 9 peuples qui entourent l'Égypte, de façon à écraser en permanence la barbarie. En Chine, on a un discours sur la barbarie, sur les barbares cuits et les barbares crus. Les barbares crus, ils mangent de la nourriture crue, donc ils sont complètement inassimilables. Les barbares cuits sont un petit peu mieux. Ils cuisent leur nourriture. On pourra peut-être en faire des Chinois Han, c'est pas sûr, mais peut-être. Et puis, évidemment, quand on regarde notre passé européen, vous avez aussi ce préjugé sur l'autre barbare. Est-ce que l'autre, il nous ressemble ? C'est-à-dire ici, est-ce qu'il est français ? Curieusement, les Carolingiens sont français. Ça, je ne sais pas pourquoi. Mais les Mérovingiens, ils sont allemands. Donc, ils sont mauvais. Et on a le regard partout aussi en Europe. Pensez à l'Italie du XIIIe siècle. Quand on commence à regarder d'un mauvais œil ces églises un peu bizarres que font les Français avec des toits pointus et puis des arches qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'on fait d'habitude, on appelle ça de l'art gothique, comme s'il n'y a que des Ostrogoths pour avoir fait ça. Et donc on invente toujours un autre qui n'est pas satisfaisant, et puis quand on a besoin, on inverse. C'est ça qui est merveilleux avec le préjugé. On peut faire le préjugé inverse. L'autre est meilleur que vous, puisque c'est un autre. Et si vous dites du mal de votre propre civilisation, si vous êtes un moraliste, si vous êtes Tacite, vous dites que les Germains sont parfaits, que les Romains sont nuls. Si vous êtes Montaigne, vous dites que les Indiens d'Amérique, ils mangent leurs morts, mais ils ne tuent pas les vivants, donc ils sont meilleurs que vous. Donc on peut toujours inventer un autre qui est satisfaisant. Le préjugé, il est bien, parce que finalement, ça remonte très très haut dans le temps. Généralement, ça a été fondé par les philosophes grecs, voire par les médecins grecs, dès le 5e siècle avant notre ère. Et puis on peut en jouer, le prendre dans un sens, le retourner, faire une histoire des préjugés pour dire que c'est mal, ou au contraire, réinventer du préjugé. Bruno Dumézil, vous avez tout à fait raison. Dans ce que vous dites, c'est ce que nous, on a senti, parce que de vous lire à la recherche de la source du préjugé, de la naissance,
là, on apprend, on est ébloui de voir que c'est si ancien, mais on est ébloui plus encore de voir comment ces préjugés s'adaptent. Ça, c'est vraiment la force de voir comment ça se construit, c'est malléable. C'est pour ça que ça traverse les siècles et ça s'adapte. Ça dort pendant plusieurs siècles parfois. Ça ressurgit quand on en a besoin. Jean-Noël Jeannet, dans cette lecture-là qui a eu du monde, c'est-à-dire l'autre, globalement l'étranger qui est différent, mais à l'intérieur même du corps social. La lecture très simple, les puissants, les pas puissants, les riches, les pauvres, tout ça est facteur de préjugés. Donc ces préjugés-là, c'est aussi, c'est triste à dire, mais une compréhension de la société. Ça facilite la compréhension du monde. C'est pas bien non plus, parce que très vite, ils sont stigmatisants. Une observation juste avant, c'est qu'il n'y a pas de solution de continuité entre ce qu'il y a de plus dérisoire dans l'expression des préjugés et un effort parfois très savant pour observer ce qui peut se passer. Il y a un livre que je vous recommande, du très honorable André Siegfried, grand spécialiste de la géographie électorale, qui au début des années 50 publie un livre qui s'appelle « L'âme des peuples », tout à fait stupéfiant. Je donne un exemple. Pourquoi est-ce que les Anglais mettent si longtemps à se réveiller le matin? C'est parce qu'ils mangent du porridge. Et que ce porridge, ils le mangent comme les chevaux qui eux-mêmes mettent du temps à avancer. Mais je ne m'attarde pas sur ce point. Simplement, il y a aussi Salvador de Madariaga. C'est très à la mode dans les années 30 et au début des années 50, l'âme des peuples, ce qui va faire ce qui constitue l'identité, la spécificité et finalement la rareté des autres peuples. Mais vous m'entraînez à l'intérieur du corps social en me faisant parler des riches. Les riches, bah oui, les riches aussi sont victimes de préjugés, parce que c'était vraiment la volonté, c'était pas uniquement de montrer comment les dominés sont victimes de préjugés, c'est montrer aussi comment des dominants peuvent l'être. Oui, et comme il peut y avoir des vérités parmi des fantasmes. Effectivement, on m'avait demandé de parler de la question de savoir si les riches gouvernaient la France. Alors spontanément, on se dit, par exemple, quand on regarde le monde des médias aujourd'hui en France, qu'il y a un certain déséquilibre entre la manière dont les pauvres et les riches peuvent peser sur le contenu de nos journaux, par exemple, ou de nos télévisions. Donc il y a du vrai. Et en même temps, l'idée que les riches gouvernent la France, quand on connaît l'histoire politique, c'est une sorte d'absurdité par la généralité même. Mais il est très intéressant de savoir comment cette idée s'est développée, s'est incarnée au début des années 30. Édouard Daladier, dans un congrès radical, parle des 200 familles qui gouvernent la France. Ces 200 familles, ce sont les plus riches qui eux-mêmes élisent les régents de la Banque de France, qui à l'époque est à distance de l'autorité nationale. Donc c'est une chose qui est très importante en soi, qui est fausse, parce que le pouvoir politique est infiniment plus dispersé, qui peut être vrai, parce que c'est vrai qu'en général, les riches ont plus d'influence sur le fonctionnement de l'État que les pauvres, en général, même ça dépend aussi des périodes. Et quand j'ai écrit ça, j'ai eu un certain nombre de protestations, d'ailleurs, sur la toile, en disant « Quoi, les riches ne gouvernent pas? Les riches ne gouvernent pas la France ?» Eh bien non, même si il y a, encore une fois, un déséquilibre de l'influence. Mais il faut dire que dans un second temps, ce type d'obsession, de conviction, qu'il y a des petits morceaux de vérité, c'est ça qui est intéressant, et qui en même temps est d'une généralité insupportable, devient à son tour moteur de l'histoire. Et c'est ça qui m'intéresse. Beaucoup de ces préjugés sont devenus des moteurs de l'histoire. Quand le Crapouillot publie les 200 familles peu avant le Front populaire, ça joue un rôle très important. Et il y a une sorte de dépliant à l'intérieur de ce numéro, vous avez peut-être eu en main, certains d'entre vous, où on voit comme une sorte d'araignée qui est au centre de la France, qui gouverne l'ensemble de la société. Et donc ça a été un des éléments. Il y a aussi un film de Renoir, dans La vie est à nous, où on voit effectivement la même conviction. Et puis c'est intéressant de voir comment c'est passé de l'extrême gauche à l'extrême droite, avec Baudelot-Mény, les responsabilités des dynasties bourgeoises. Il y aurait eu un petit nombre de dynasties bourgeoises qui auraient toujours dirigé seules et tiré dans l'ombre avec un cœur sec et une lucidité admirable ce qui se passait devant les gogos qui croyaient que c'était la démocratie. Ça, c'est une conviction qui se met en place et qui joue à son tour un rôle dans le succès du Front populaire et qui ensuite, déporté vers l'extrême droite, est un effort après la guerre pour s'en prendre à une société bourgeoise qui est supposée également hypocrite. Donc ce qui me passionne dans cette recherche qui est la vôtre, c'est précisément sans cesse s'interroger à la fois sur l'origine de ces préjugés, sur les moteurs de leur développement et sur leur influence éventuelle sur la suite de... Et en même temps, parfois, on en est libre. Regardez, cher Christophe Bourrat, éditeur magnifique des Arènes, n'a pas hésité à mettre un bandeau vert sur ses volumes. Parce que le vert porte malheur, mais on s'en sort bien sur... non, parce que nous sommes libres de tout préjugé. Et vous avez vu ce professionnalisme de Michel Pastoureau. Dès que le mot vert a été prononcé, le micro serait dressé.
prête à prendre la parole. Mais j'allais vers vous, Michel. Oui, non, mais le verre, mais pourquoi le verre porterait-il malheur? Non, c'est beau le verre. Oui, c'est une tradition qui remonte loin. D'ailleurs, ça a encore cours dans le monde de l'édition. Il y a l'idée qu'un livre avec couverture verte ne va pas se vendre. C'était très fort dans les années 1920-1930, mais il y a encore quelques traces. Et on va dire, ils l'ont fait exprès parce que, comme le verre porte malheur, ils ont inversé le code et leur livre va bien se vendre. Les acheteurs vont dire on n'a pas de tels préjugés, etc. Mais au fond, ça revient au même. Ça revient exactement au même. Le préjugé reste entier. Alors, si on est matérialiste et positiviste, il faut partir de la fin du Moyen-Âge quand on a du mal à teindre en vert et de temps en temps, les vêtements qui doivent être verts, on les peint au lieu de les teindre. Et on les peint avec un pigment qui est bon marché, facile à obtenir, celui que nous appelons aujourd'hui le vert de gris. Hein, on prend des lamelles de cuivre, on les oxyde avec du vinaigre ou de l'urine et ça fait un très beau pigment vert qui donne une coloration magnifique, mais qui est extrêmement poison, dangereux, qui attaque le support, etc. Et alors le préjugé se développe dans le théâtre à l'époque de Shakespeare et dans les générations suivantes, où les couleurs jouent un rôle important pour distinguer les différents rôles. Qui est qui par la couleur? Alors il y a l'acteur qui joue en bleu, celui en rouge, celui en vert, celui en jaune. Ils ont tous un vêtement teint, sauf l'acteur qui doit jouer en vert. On ne sait pas très bien teindre en vert. Et alors il a un vêtement peint avec du vert de gris et probablement il y a eu des accidents assez nombreux pour faire naître l'idée que le vert portait malheur aux comédiens et au spectacle. Donc ça date vraiment des années 1600, 1630, c'est bien attesté, et c'est bien antérieur à ce qu'on trouve parfois dans les dictionnaires du théâtre ou les dictionnaires du théâtre. Ce serait à l'époque romantique, les actrices qui se plaignaient qu'avec les éclairages de l'époque, quand elles étaient habillées en vert, elles n'étaient pas assez mises en valeur, etc. Donc c'est vraiment plus ancien. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve ce même préjugé dans le monde des bateaux. Sur un bateau, le vert est censé porter malheur. Par exemple, à l'époque de Colbert, il a demandé à ce que pour la Marine royale, il n'y ait plus jamais de coque de couleur verte. On est vers 1665-70. Et à la même époque, Michel Le Tellier, le père de Louvois, c'est-à-dire l'homme le plus puissant de France, a la phobie de la couleur verte et il demande à ce que dans les armées royales et les différents corps, il n'y ait pas d'uniforme vert. Ça pourrait porter malheur sur les champs de bataille. Donc on a comme ça des témoignages qui se multiplient jusqu'à des époques assez récentes, mais notamment encore aujourd'hui au théâtre et dans la marine, où il y a un cousinage d'ailleurs souvent parce que les machinistes de théâtre sont souvent d'anciens marins et on peut observer que ce sont les mêmes tabous que l'on rencontre au théâtre et sur les bateaux, les mêmes mots qu'il ne faut pas prononcer, corde, marteau, vendredi, etc. Donc les préjugés ne se limitent pas à un seul domaine, mais ont des cousinages dans différents domaines. La couleur verte en est un bel exemple. Et quand on fait exprès de contourner cette mauvaise réputation de la couleur verte, c'est montrer qu'on est encore influencé par le préjugé et qu'il est peut-être encore plus à l'œuvre chez ceux qui font un effort pour ne pas tomber dans le préjugé. Donc on est vraiment piégé avec un tel sujet. Pardon, Jean-Noël, c'est comme les personnes qui insistent pour dire qu'elles ne sont pas superstitieuses, c'est typiquement un comportement superstitieux. Je voulais juste dire que je me rappelais que Alceste du Misanthrope dans la bouche de Célimène est l'homme au ruban vert à interpréter.
Oui, et il est ridicule parce qu'il porte des rubans verts à une époque où ça ne se porte pas. Mais c'est un personnage quand même qui est à part, qui est asocial, qui est misanthrope. Et les rubans verts sont un emblème de ce statut et de ce caractère. Mais il fait quand même la cour à Célimène. C'est pas mal. Dans ces préjugés, il y a le vert, par exemple, qui est, on l'entend, c'est passionnant. Enfin, on éclaire notre monde, on comprend l'origine d'un préjugé qu'on porte tous, on ne sait pas d'où ça vient. Là, on tire l'histoire. Mais les conséquences sont limitées, si ce n'est dans le choix d'un bandeau pour un ouvrage et se dire pour l'imprimeur quel nuancier je vais choisir. La plupart des préjugés ont une utilité. Ils sont utilisés et le plus souvent pour dominer. Et Eugénie Briot, quand on réfléchit à ces préjugés-là, et vraiment on l'a senti avec Jeanne Guéroult, c'était sans cesse, ils sont brandis, issus de nulle part, mais avec un passé recréé, fantasmé, inventé pour quelque chose. Et notamment dans ces phénomènes de domination, il y a des populations victimes, les Noirs notamment, et vous avez réfléchi à cette question-là. Les Noirs sentent fort. Pourquoi les Noirs doivent-ils sentir fort ? Alors, les préjugés olfactifs vont évidemment se caler pour accentuer d'autres préjugés qui sont préexistants. Et avec cette idée qu'on ne peut pas dissimuler son odeur. Et l'être humain est fait pour produire des odeurs. De tout le monde animal, l'être humain est celui qui compte le plus de glandes sébacées, alors qu'on n'a plus de poils, ou plus vraiment beaucoup, et que normalement le sébum est fait pour imperméabiliser le poil de l'animal. De tous les êtres vivants, de tous les mammifères, l'être humain est celui qui compte le plus de glandes apocrines, donc qui produisent l'odeur de suaire. Et les anthropologues estiment que c'est pour jouer un rôle dans la séduction, la reproduction, etc. Donc l'être humain est fait pour produire des odeurs. Tous les êtres humains, même les hommes, sont faits pour produire des odeurs. Et sur cette base-là, on va construire des préjugés olfactifs qui vont venir appuyer d'autres préjugés raciaux. Sachant que le cerveau humain est fait aussi pour noter la différence. Et que de la même façon qu'on finit par ne plus entendre le tic-tac d'une horloge quand on est dans une pièce, etc., parce qu'il est là, c'est un bruit de fond, eh bien de la même façon, on ne sent plus notre propre odeur, on ne sent plus non plus l'odeur du groupe humain auquel on appartient, social, culturel, etc. Et plus on s'éloigne de son groupe d'appartenance, plus cette odeur va être notée, remarquée comme une odeur inhabituelle. Donc, c'est ce biais-là qui est à l'œuvre quand il s'agit de noter la différence dans l'odeur corporelle d'un groupe humain qui, génétiquement, s'éloigne plus d'une autre. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que, oui, il y a cette idée que les Noirs sentent fort, mais il y a aussi l'idée que les Blancs sentent la mort. Et on trouve des témoignages, c'est plus difficile, évidemment, parce qu'il faut aller les chercher à l'extérieur, mais il y a un témoignage, par exemple, d'un médecin japonais qui habite à Paris au début du XXe siècle et dont il est rapporté qu'il a noté cette odeur piquante et rance qui est celle des Européens, évidemment surtout les femmes européennes. Bon. Voilà. On est en 1908, qui est extrêmement désagréable pour lui. Mais tout le monde, selon aussi le climat géopolitique, peut faire l'objet de ces petites observations sur l'odeur. Alors on trouve en 1915 beaucoup de choses sur l'odeur des Allemands, évidemment, avec même un médecin qui va qualifier de bromidrose cette maladie terrible qui touche les Allemands et qui consiste à ce qu'ils sentent très mauvais des pieds. Voilà. Donc la bromidrose de l'allemand, elle est relevée et elle est étudiée par ce médecin. Alors elle est même attachée, il va vraiment injecter beaucoup de scientificité dans cette observation en disant que le problème vient de leur coefficient urotoxique qui est supérieur à celui des autres peuples. Et donc finalement les Allemands, pour lui, eh bien, leur problème c'est qu'ils urinent par les pieds.
Voilà, avec des odeurs terribles qui sont aussi la conséquence de leur alimentation, hein, la charcuterie, et on en revient voilà, aux cochons. Voilà. Donc tout ça est étayé par toutes les observations les plus scientifiques possibles. Et puis bien sûr, il y a les Anglais. Les Anglais aussi, qui selon les époques sont notoirement reconnus comme porteurs d'une odeur très spéciale. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est jamais décrite. Jamais. Mais il est question de cette odeur que nous connaissons tous, que nous avons tous bien notée, qui est cette odeur particulière au peuple anglais, etc., qu'on est tous censés pouvoir identifier à l'époque avec beaucoup de facilité, et dont il est même dit qu'elle reste pendant plusieurs années dans les logements qu'ils ont occupés. Voilà. Donc selon les époques, selon le climat géopolitique du temps, eh bien, il y a comme ça des aversions qui se créent autour de certaines odeurs qui sont censées être le propre d'un peuple ou d'une ethnie particulière. Il y a Bruno Dumézil qui est en train de se dire: je vais revoir mes ouvrages, les Mérovingiens et les autres, parce que peut-être qu'ils urinaient par les pieds, c'est Germain. Non, mais c'est vrai que dans la caricature du barbare, du Germain, etc., il y a ce très long fil, et c'est vrai que ce qui est consacré aux Allemands, les Allemands sont des ploucs. C'est vrai que on part de Tacite, hein, et il y a ce regard-là très ancien. Mais ce regard bien postérieur, la construction de l'image du barbare, c'est très 19e siècle. Oh là, à toutes les époques. Au 5e siècle, on a un sénateur romain qui s'appelle Sidoine Apollinaire, qui vit à Clermont, qui nous dit que les Visigoths sont les derniers des ploucs parce que, d'abord, ils parlent en faisant beaucoup de bruit. C'est affreux, ils parlent une langue germanique, donc notamment les femmes. Hein, c'est vraiment le bruit des femmes visigothiques, c'est affreux. Et puis les hommes, ils se mettent du beurre dans les cheveux. Et alors ça, c'est affreux, alors que tout le monde sait bien qu'il faut mettre de l'huile d'olive. Et que, bon... ça va pas. Donc le bruit et l'odeur à Clermont, déjà dans les années 470, ça existe. C'est ça. Puis si on veut rester sur ces peuples anciens, Jean-Paul Demoule, les Gaulois, eux aussi, c'est cette construction-là du préjugé à utilité politique. Parce que le préjugé, on l'a bien dit, s'il surgit à un moment dans notre histoire et s'il est mis en avant, il y a des côtés anecdotiques. C'est très intéressant, mais la plupart du temps, c'est que c'est bien pratique pour certains qui veulent l'utiliser. Donc pour les Gaulois, c'est souvent politique. Oui, les Gaulois ne sont nos ancêtres que depuis la Troisième République. Parce que c'est des vaincus, c'est des barbares. Cicéron, le grand Cicéron, dans le Profonteio, défend un gouverneur véreux qui gouvernait une partie de la Gaule, en expliquant que les Gaulois l'attaquent parce qu'il a mis des taxes sur le vin, parce que les Gaulois sont des ivrognes, que par ailleurs ils ont une langue absolument invraisemblable avec des sonorités horribles, une religion peu recommandable, etc. Donc ensuite, comme on n'a que le point de vue des vainqueurs, des descriptions sur les Gaulois, eh bien, ce n'est pas des ancêtres très enviables. Donc les aristocrates descendent des Francs directement, si bien que l'abbé Sieyès, pendant la Révolution, leur a dit si vous venez des forêts de Germanie, retournez-y. Et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs, mais après ils sont quand même revenus. Et les rois de France, eh bien, ils descendent forcément de la guerre de Troie, qui est le plus ancien texte européen connu. Donc il y a un Francion ou Francus qui est l'ancêtre des rois de France. Donc jusqu'ici tout va bien. Mais effectivement, avec le 19e siècle, la naissance au sens moderne de l'idée nationale, les choses vont commencer à changer. Puis surtout, la Troisième République naît d'une défaite, Sedan, et ça rend celle d'Alésia à ce moment-là beaucoup plus facile à penser. Mais c'est aussi la Troisième République le moment où on va partir coloniser une partie du monde, et on va pouvoir s'asseoir là-dessus. On va pouvoir dire, d'accord, les Gaulois c'était des sauvages, mais les Romains les ont civilisés, et donc nous, ce qu'on est en train de faire, on est en train de civiliser les sauvages, donc tout va bien. Et c'est ce qui sera repris par Pétain sous Vichy. Les malheureux Gaulois vont être récupérés par Vichy. On a des affiches d'ailleurs
d'un tenant de Vichy, tenant par l'épaule, un notable de Vichy tenant par l'épaule, enfin un milicien tenant par l'épaule un jeune, et on retrouvera exactement les mêmes des affiches du Front National dans les années 80, exactement le même graphique et la même attitude. Donc les malheureux Gaulois sont sans arrêt pris là-dedans, alors même qu'ils n'ont rien à voir avec cette image du barbare au fond des forêts, sachant qu'on va effectivement avoir aussi des mythes consolatoires comme Astérix, dont on sait que c'est du 2e degré, mais qui quand même nous donnent l'idée de Gaulois vivant au fond des forêts, alors qu'il y avait beaucoup moins de forêts à l'époque gauloise que maintenant, qu'on ne mangeait pas de sangliers, on mangeait des porcs domestiques, qu'il y avait une économie monétaire, des villes, des routes, et c'est pour ça d'ailleurs que l'assimilation a pu se faire relativement bien, et qu'on est en train de parler une langue romane et pas une langue celtique. C'est bien quand même de faire de l'histoire sérieuse, de pouvoir citer Alésia sans que quelqu'un surgisse en disant c'est dans le Jura, ça fait du bien, ça repose. C'est vrai, c'était à Alice. Malheureuse revue. Oui, c'était à l'aise dans le Jura. Oui. C'était la conviction de Christophe, le père du sapeur Camembert, qui s'est battu toute sa vie pour dire que c'était là. C'était là, voilà. À l'aise, allez-y. Ces petites polémiques. Non, mais c'est vrai, l'histoire est victime aussi de préjugés, les historiens, les historiennes aussi. Et le vocabulaire est tellement important pour les Gaulois, on le voit bien. Hein. Qui sont-ils Sont-ils ces chevelus complètement barbares, ou alors sont-ils un peuple extrêmement avancé, en lien sans cesse avec le monde romain? C'est ce dialogue-là. Et pour les réfugiés, c'est la même chose, au sens où on l'entend aujourd'hui, Delphine Diaz, que migrant réfugié, ça ne veut pas dire la même chose. Mais pourtant, le mot est là. Selon ce qu'on utilise comme mot, selon le regard porté, c'est pas la même histoire qui s'écrit. Ce ne sont pas les mêmes préjugés qui sont envoyés sur ces populations-là. D'où le travail des historiennes, des historiens, de prendre justement du recul pour analyser ces phénomènes. Mais c'est dur, c'est pas facile. Hein. On le voit bien sur les réseaux sociaux, par exemple, liberté de parole. Il suffit d'utiliser certains mots et tout de suite les réactions, elles sont épidermiques. Oui, vous avez raison sur ce préjugé autour de la migration, et puis de la migration contrainte en particulier, qui serait en fait une migration volontaire, économique, professionnelle, mais qu'on masquerait sous des dehors politiques pour justement bénéficier de l'aura attachée à la figure de l'exilé politique. Ça, c'est vraiment quelque chose qui traverse toute l'époque contemporaine. Et j'aimerais aussi, en réaction à ce qui a été dit tout à l'heure, alors c'est vrai qu'il y a des préjugés qui ont une histoire très longue. On l'a vu avec la couleur verte, avec le porc, mais il y a aussi quand même, il me semble, un point intéressant qui ressort aussi de nos discussions, c'est à quel point quand même le 19e siècle a été vraiment la matrice de tout un ensemble de préjugés qui imprègnent totalement notre façon de concevoir la représentation des peuples. Hein, on a évoqué tout à l'heure les représentations des peuples. Alors certes, pour les Allemands, la référence à Tacite s'impose, mais malgré tout, l'article montre bien à quel point l'image de l'allemand grossier, pâteau, et s'est imposée aussi durant ce siècle, forcément, d'opposition aussi entre la nation allemande et la nation française. À quel point également pour le 19e siècle a été producteur de ces représentations négatives attachées à l'anglais, excentrique, hein, ça c'est aussi un point qu'on n'a pas souligné, mais c'est aussi effectivement une des dimensions qui est avancée dans le livre. À quel point donc tous ces préjugés nationaux, y compris sur les Chinois, hein, l'article de Clément Fabre montre bien à quel point l'image de la fourberie du Chinois est une image qui est produite par le 19e siècle, à quel point aussi il faut s'interroger sur l'historicité de ces préjugés. Et un autre point qui semble aussi très intéressant à creuser encore, c'est finalement comment sont véhiculés ces préjugés, parce qu'ils font partie de notre inconscient collectif, de notre inconscient culturel. Mais il y a bien quand même des éléments qui permettent de les amplifier. Alors ces éléments qui sont aussi, effectivement, se sont imposés, se sont massifiés au XIXe siècle, c'est notamment la presse. Hein, la presse, la publication d'imprimés à très très grande échelle, qui fait aussi qu'il y a effectivement un véhicule possible pour amplifier ces préjugés à travers des articles, à travers des illustrations. Un autre instrument aussi de diffusion de ces préjugés, notamment, je pense à tous les préjugés nationaux, mais également les préjugés attachés, par exemple, à la représentation des Juifs
ou à la représentation des nomades, comme on les appelait à cette époque. C'est aussi tout ce qui touche à la culture populaire. Donc un autre vecteur essentiel, ça va être par exemple ces fameux théâtres populaires, ces théâtres de marionnettes, où on exhibait des petites marionnettes, le juif usurier, l'arabe violent, l'italien, on a également souvent l'italien assassin, bref, tout un ensemble de stéréotypes qui ont été véhiculés aussi à travers des petites figurines, des petites marionnettes en bois, qui étaient exhibées devant de larges publics. Donc, bien sûr, ensuite, il y a d'autres médias, le cinéma également, qui va véhiculer ces préjugés, mais je crois que c'est important aussi, et c'est ce que font tous les textes, mais il y a un fil rouge, c'est la médiatisation du préjugé, finalement. Comment il se répand. Merci beaucoup, Delphine, d'avoir abordé ce sujet, parce qu'il est au cœur en fait, de nos réflexions, c'est-à-dire, on le voit bien, la naissance, etc., comment ça se construit, comment c'est manipulé. L'étude est intéressante, mais il faut rajouter à ça comment ils se maintiennent et ils perdurent et comment ils se diffusent. Et tout ce qui a été dit là, c'est génial, le cinéma. Moi, je rajouterais l'humour. L'humour, c'est terrible. On a sur les belles-mères, l'article sur les belles-mères. Non, mais c'est vrai. Et pour le racisme, l'humour a été un très, très bon vecteur de préjugés. Parce que c'est sous couvert d'humour, quoi. Donc, c'est les blagues sur les Noirs, sur les Arabes, etc. Et ça a été vraiment très fort. Ce qui donnait en plus la petite distance qui empêchait de critiquer. Parce que c'était de l'humour. Donc l'humour, ça couvre beaucoup de choses. Jean-Noël Jeannet, Jean-Noël, nous, mais c'est vrai que nous sommes dans un milieu de gens qui réfléchissons à l'histoire parce que nous aimons l'histoire. Dans Concordance des temps, tous les samedis, c'est la parole aux spécialistes, c'est l'échange, c'est la discussion. C'est comment se faire entendre. Comment notre déconstruction des préjugés, j'ai presque envie de dire, on les connaît, mais on sait que c'est faux. Globalement, on le sait tous, on sait que c'est faux. Comment on arrive à le diffuser plus encore ? Il y a toujours cette frustration, ce travail à faire constant pour déconstruire. Et on le voit bien sans cesse sur les réseaux sociaux, partout. C'est dur, c'est dur. Ils ont la vie dure, la peau dure, ces préjugés. Oui, je crois qu'il faut admettre qu'il y en aura toujours et qu'on ne peut pas prétendre les pourfendre, les faire disparaître. Donc, effectivement, il faut réfléchir aux moyens de les rendre le moins nocifs possible par rapport à l'idée qu'on peut vivre ensemble à l'intérieur d'une nation et avec les autres. Et comme toujours dans ce cas-là, on trouve le monde de l'éducation, la formation. Je pensais à propos du vieux beurre que moi j'avais lu, Petit Lavis, que Attila avait les cheveux pommadés de vieux beurre. On n'est pas absolument obligé de reporter ce genre de choses à l'intérieur des médias. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire une réflexion qui est marquée parfois, vous avez ri, d'humour, mais aussi de distanciation, peut être fait. Il y a beaucoup d'enseignants ici. C'est une des responsabilités civiques d'y réfléchir. Et non pas en disant c'est idiot, forcément, mais en disant pourquoi est-ce qu'on en vient à dire ça ? Qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur l'esprit critique ? Donc sur un civisme enraciné dans une réflexion qui n'est pas sommaire. C'est comme ça qu'il me semble qu'on peut faire. Alors c'est vrai pour l'éducation, c'est vrai aussi pour les médias qui peuvent jouer. Et je crois que c'est pas mal de faire ce que nous avons fait ici sans se concerter à l'avance, c'est-à-dire à la fois une dénonciation un peu intellectuelle, enfin c'est idiot de dire ça, et en même temps, comme venez de le dire Xavier, l'idée que l'humour, la gaieté peut contre-servir finalement à se moquer de ceux qui, et puis pour le reste réfléchir. Et alors aussi arriver à dire, me semble-t-il, vous savez ce qu'on avait prêté, c'était évidemment complètement inventé, au capitaine Dreyfus, longtemps après la guerre, un peu fatigué dans un dîner en ville, et n'ayant pas beaucoup parlé, mais tout à coup un propos est tenu, il dit « Oh, vous savez, madame, il n'y a jamais de fumée sans feu ». Alors donc ça veut dire que raconter cela avec une certaine distance, expliquer que je pense qu'encore une fois, c'est un dialogue nécessaire avec ceux qu'évoque ce livre magnifiquement, pour la plupart des articles, et qui peut servir à... C'est un acte civique aussi, mais en même temps, ça amuse bien. Donc moi, ça me convient assez bien, le civique joyeux. Oui, merci vivement, on partage ça, Jean-Noël, parce que le livre a eu un bon écho dans la presse, parce que je pense que les journalistes ont eux aussi besoin d'un
petit rappel historique, j'ai envie de dire, ou en tout cas de prendre souvent l'histoire quand même dans leur manière d'analyser l'actualité. Donc ce n'est pas un préjugé de dire que les livres signés Jeanne Guéroult et Xavier Mauduit se vendent bien. Ils se vendent bien. Ils se vendent bien. Parce qu'il y a Jeanne Guéroult aussi, qui a le travail remarquable. Non, mais Jeanne n'a pas pu être là, mais vraiment, il faut le dire, parce qu'elle est essentielle dans cette histoire. Et également auprès des enseignants, des enseignantes, on l'a vu sans cesse, qui l'utilisent en classe aussi. Parce que la volonté, ça c'est toute une réflexion avec les arènes, c'était de faire des textes pas trop longs, au sens où nous sommes dans un monde où nous avons beaucoup à lire. Si vous allez au salon, on ne sait même pas quoi choisir, tellement il y en a, c'est juste impressionnant. Et que de temps en temps, c'est pas mal d'avoir un livre qu'on prend, qu'on picore et qu'on peut reposer, au sens où tout se croise. Et c'était ça, et ça fonctionne bien avec les élèves, d'avoir des textes suffisamment, parce qu'il ne fallait pas que ce soit court, parce qu'il y a une analyse à apporter, mais pas trop long quand même, et ça marche bien avec les élèves. Vous nous dites en somme que parmi tous ces livres, celui-ci est sans pareil. Il y a vos conversations avec Maurice Sartre, Jean-Noël, en ce moment. Il y a les Mérovingiens, il y a cette histoire de la baleine aussi, Michel. Non, il y a plein de livres très bien de tout le monde et tout. Faut les trouver. Non, mais celui-là, il est top. Hein. Mais je dis ça sans préjugés. Non, après, on va laisser des questions dans la salle. Je voudrais terminer. Je vous demande ça un peu à la volée aux uns et aux autres. Avec Jeanne, on construit notre machin, on vous contacte, c'est soit Jeanne, soit moi, on échange, on essaye de cerner le préjugé le plus efficace, le texte arrive, on est ravis et tout, discussion pour harmoniser les textes et tout. Mais vous, après, vous recevez l'ensemble. Quand vous lisez, est-ce qu'il y a des préjugés qui vous ont étonné, surpris, appris des choses ou, par exemple, en disant les végétariens sont des gens tristes, ah bon, c'est un préjugé, hein? Un texte de François Jarry, Jean, qui est très très bien. Non, mais c'est bien. Non, mais comment vous l'avez-vous perçu, le livre? À ce moment-là, d'un seul coup, je parle au lecteur, hors de vos propres textes. Michel Pastoureau, c'est vous qui avez le micro le plus proche de la bouche. Certains ont lu les autres textes. Vous avez lu les autres textes que les vôtres? Oui, Jeanne m'avait demandé d'écrire le premier texte en guise de test, en quelque sorte, et ça m'a invité à réfléchir sur la notion de préjugés, sur mes propres préjugés, et tout de suite j'ai senti que c'était un thème quand même presque insaisissable, et ce qu'il ne fallait pas faire, c'était trop juger. Il fallait décrire, il fallait raconter, faire œuvre d'historien, c'est-à-dire prendre du recul. Mais j'étais un peu surpris par la liste des préjugés qui étaient proposés. Donc je crois que j'avais commencé par le cochon parce que pour moi c'était le plus facile. J'avais demandé à écrire aussi sur les gauchers parce qu'étant gaucher, j'ai été souvent victime de préjugés sur les gauchers qui sont des crétins, qui sont des mauvais dessinateurs, qui écrivent très mal. Quand j'étais écolier dans les années 50, les autorités ministérielles demandaient à ce qu'on ne force plus les enfants à écrire de la main droite. Les instituteurs appliquaient cette recommandation, mais se vengeaient, parce qu'ils pensaient quand même que les gauchers étaient des crétins. Donc il y avait des rituels d'humiliation. Et donc le gaucher, bien sûr, à l'époque du porte-plume, avec sa main gauche, repasse sur ce qu'il vient d'écrire à l'encre, fait des taches, c'était mon cas, et donc on m'a accroché mon cahier taché dans le dos et on me promenait dans toute l'école pour montrer combien un gaucher était un souillon. C'est pas un mensonge, hein, ça se passait à l'école de la République dans les années 50. Ça m'a forcé à modifier la position de ma main et de mon poignet et ne plus faire de tâches. Donc quand Jeanne m'a demandé de participer à ce livre avec Xavier, j'ai pensé à ce que j'avais ressenti, moi, comment j'avais été victime de préjugés, mais en même temps, comment moi-même j'étais auteur de préjugés. Et tout de suite m'est venue l'idée que nous sommes piégés avec un tel sujet. Comme a dit Jean-Noël, il y aura toujours des préjugés. Et je crois que plutôt que s'efforcer de lutter contre, qui est un combat perdu d'avance, il vaut mieux essayer de tourner les préjugés en ridicule. C'est une arme qui est plus efficace, mais qui est dangereuse, parce qu'on fabrique, ce faisant, d'autres préjugés. Il y a d'autres gauchers ici? Pardon? Il y a d'autres gauchers, je demande, non?
Mère de gaucher, me dit David. Et c'est pas simple. Mais non, mais pas de cahier accroché dans le dos. Mais pour ma part, pour avoir beaucoup discuté depuis des préjugés, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que ces préjugés ont longtemps été verbalisés. Nous n'avons pas assez parlé des femmes, mais le temps passe. Mais pendant longtemps, c'était la femme. La femme est futile. Après, on a mis ça au pluriel. Les femmes sont futiles. Et maintenant, c'est plus possible de le dire. Et ça vaut pour tout. Tous les Arabes sont violents. Enfin, l'Arabe est violent, tous les Arabes sont violents, etc. Aujourd'hui, personne ne va verbaliser le préjugé. Mais quand vous avez sur les réseaux sociaux l'histoire, il y a eu une agression, il y a eu un vol, etc. Si le prénom est à consonance nord-africaine, vous allez voir les commentaires. Il n'y a pas de hasard. Vous avez vu son... Donc maintenant, les préjugés ne sont plus verbalisés parce que les gens les sont appropriés en sachant qu'ils sont facilement condamnés. Et c'est exactement là ce qui vient d'être évoqué. C'est pour lutter contre eux. C'est vrai qu'il y a les frontalements, ça ne sert à rien, on est perdant, tout ça s'adapte, tout ça c'est extrêmement souple et que la déconstruction historique, la mise en abîme et presque leur enlever leur nature un peu... intemporel, ça a toujours été comme ça leur retire énormément de leur force. En tout cas, c'est ce travail remarquable qui a été fait par vous toutes, vous tous. Et ils sont 39, hein, donc là, bon, là, on a la crème de la crème, quoi. Et, non, mais c'est vrai. Et Michel Pastoureau a raison, quand on commençait avec Jeanne, on s'est dit, il nous faut un test, un texte qui sera la référence, voir un peu ce que ça donne. Et il n'y a pas eu une virgule de changer. Et après, ça nous a servi de modèle qu'on envoyait à tout le monde. Et c'était vraiment remarquable ce qu'on a reçu. Merci beaucoup à vous. On peut échanger parce que j'imagine que vous avez plein de questions en tête. N'hésitez pas, il y a des micros qui vont circuler. Je ne sais pas où ils sont. Parce que nous, on a essayé de brasser large autour de ces préjugés, sachant que c'était impossible de tous les faire. Alors, je vois une main qui se lève là-bas, encore une main. Je ne sais pas où sont les micros. Et moi, j'irais bien jusqu'à vous, mais il y a un fil. Ah, voilà. Non, allez-y, est-ce que... Regardez, avec une couleur qui porte bonheur. Moi, il y a une petite question que vous avez soulevée au début, qu'on n'a pas encore abordée, c'était de savoir si vous pouviez nous aider à définir préjugés et stéréotypes. Et on pourrait rajouter idées reçues, qui est autre chose. Moi, je vais dire idées reçues, comme ça, c'est réglé. Ce qu'on ne voulait pas avec les arènes, c'est un livre sur les idées reçues. Par exemple, les Européens ont découvert l'Amérique. Idées reçues. Non, parce que ça, c'est une contre-vérité, c'est quelque chose qui n'est pas vrai, on démontre quelque chose qui n'est pas vrai. Normalement, nous, on voulait être sur un autre registre. Ce type de livre, ça existe déjà. C'est parfois très bien fait, parfois moins bien, mais peu importe. Ce n'est pas ce qui nous intéressait. Nous, on voulait vraiment être sur la notion de préjugés. Et effectivement, après, dès qu'on a dit préjugés, se trouve un champ lexical où l'on trouve clichés et souvent stéréotypes. Jean-Noël, c'est vrai que les stéréotypes, c'est vraiment une histoire à part entière qui nous conduit plus vers la nation, sans les stéréotypes nationaux, ou les groupes humains. Oui. Et là, on a une lecture issue de la race, quoi. Ça aurait été probablement moins riche, ce fait. Et idée reçue, évidemment, Flaubert vous a intimidé. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai. Et vous vous rappelez les 2 éditions, par exemple, sur l'Allemagne, toujours romantique et tendre, et puis après la guerre de 70, mais quelle organisation militaire. Oui, donc, une nouvelle édition. Et c'est pour ça que ce qu'on a vraiment mis avec Jeanne Guéroux en grille de lecture, de choix, c'est ça doit faire mal. Ça doit piquer, ça doit blesser, ça doit être méchant. Donc on a enlevé tous les préjugés positifs. On nous en a proposé. Hein. Les Italiens sont des Latin lovers. Catherine Brice, on avait discuté. Et en vrai, c'est très intéressant, mais ce n'est pas le préjugé qui allait dans ce livre-là. Et Catherine a réfléchi, proposé les Italiens ne savent pas se battre. Et c'est génial. C'est cette lecture sur le temps long des Italiens qui sont quand même un peu fanfarons. Ils ne savent pas se battre, ces Italiens, ils perdent tout le temps, oh là là, ils sont ridicules. Ils ont ce souvenir de l'Antiquité romaine où c'était glorieux, mais alors regardez-les, quand ils vont en Libye, ça se passe mal, etc. Et que le fascisme de Mussolini, c'est quand même pas le nazisme d'Hitler. Il y a aussi French Lover. Oui. Mais là, vous vous heurtez quand un préjugé est vrai. Ben oui, exactement. On ne pouvait pas.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez. Bonjour. Les préjugés essentialisent et à ce titre, ils sont erronés. Mais est-ce que vous avez réfléchi à la part de réalité dans ces préjugés et parfois, vous revenez sur cette histoire, évidemment, donc il doit y avoir une part de réalité, mais quelle est son importance, en fait? Les préjugés ne fonctionnent pas sans le petit peu de vrai, c'est ce qu'évoquait Jean-Noël. Non, mais c'est vrai, il y a toujours un petit peu de vrai. Je pense aux Gaulois, par exemple. Il y a du vrai. C'est pas possible autrement. Oui, les Gaulois sont bagarreurs, effectivement, puisque les commerçants grecs et romains commerçaient donc avec l'intérieur de la Gaule, notamment pour avoir des salaisons, puisqu'on en parlait, mais surtout des matières premières, du bois et des esclaves. Donc la soixantaine de petits États gaulois qui se trouvaient sur le territoire français actuel se faisaient la guerre pour se prendre des esclaves, des prisonniers, donc transformés en esclaves, et les vendre aux Romains. Et puis, par ailleurs, effectivement, ils se sont défendus au moment de César, et c'est ça qui a été repris par la propagande, notamment de Vichy. Michel Pastoureau. Oui, je crois que plutôt que de dire il y a un peu de vrai, il vaut mieux dire il y a un peu de réel, parce que le réel et le vrai, ça n'est pas du tout la même chose. D'un côté, on est avec la métaphysique, et de l'autre, on est avec le monde vrai, réel d'ici-bas. Donc, je crois que réel convient mieux que vrai, mais il n'y a pas grand-chose quand même de réel dans les préjugés. Sinon, ce ne seraient pas des préjugés. Bien sûr. Sur les blagues belges, la question pourquoi les Français aiment les blagues belges, la réponse c'est parce qu'elles sont faciles à comprendre. Et les Néerlandais disent la même chose. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on croise les regards, on s'aperçoit que le préjugé existe pour quelqu'un d'autre de la même façon. Et ce préjugé sur l'odeur des peuples, il est intéressant parce que quand on met bout à bout tous les préjugés les uns à côté des autres, on se rend compte qu'on est tous quelqu'un de malodorant pour quelqu'un d'autre. Et c'est ça peut-être aussi qui est le plus efficace, c'est cette juxtaposition des regards pour finalement faire le tour du préjugé et enfin le désamorcer et pouvoir le tourner en ridicule parce qu'il est vrai pour d'autres d'une autre façon à propos de soi. Et c'est ça qui finit peut-être par le faire tomber. Oui, c'est ce qui est frappant aussi dans les travaux de Christelle Tarot sur la mauresque au sein nu, hein, donc cette image de la lascivité de la femme algérienne, alors même qu'effectivement, de l'autre côté, les Algériens vont nourrir aussi un fantasme de lascivité de l'européenne. Donc on est vraiment typiquement dans cette inversion dont vous parliez. Et dans ce que montre Christelle Tarot sur la mauresque au sein nu, donc c'est vrai que ces images du 19e siècle, ces photographies, sous couvert d'esthétique et d'érotisme qui se diffusent, elle va faire le lien avec la pornographie aujourd'hui, où on va trouver des catégories de beurettes. Et pour elle, il y a vraiment ce fil conducteur qui nous conduit jusque-là. Et quand Pascal Blanchard, sur une autre analyse, sur les Noirs ne pensent qu'au sexe, donc montre que réduire les Noirs à leur sexualité, c'est les réduire à leur animalité. Et dès lors, c'est légitime d'aller les civiliser et ça justifie la colonisation. Et lui aussi fait la même analyse et arrive sur la pornographie avec tout le fantasme de l'homme noir au gros sexe. Et c'est très intéressant de voir que c'est cet historien, cette historienne, avec deux objets différents, on arrive dans leur logique, leur construction, à peu près à la même conclusion sur le aujourd'hui. Et là, on est dans le réel au sens, mais c'est très juste ce qu'a dit Michel Pastoureau. C'est vraiment ça, c'est se dire qu'il n'y a pas de vérité, mais ça s'accroche à des petites choses, quoi. Ça s'accroche à des petits machins. Et parfois, c'est ça qu'intéresse les historiens et les historiennes, parfois ce sont les sources. Parce que comme il faut montrer de l'ancienneté, réussir à prouver des sources transformées, relues, instrumentalisées, mais trouver l'ancienneté en disant « Regardez, ça a toujours été comme ça ». Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oh oui, là. On arrive vers vous. Alors, Jean-Baptiste Bourra, l'éditeur de cet ouvrage. Non, mais Jean-Baptiste.
Merci beaucoup. J'ai pas une question, mais j'aimerais vous parler de quelque chose que vous ne verrez pas dans le livre. Pendant l'année où on a travaillé avec Jeanne, Xavier et puis nos 39 historiens qui ont accepté de partir avec nous dans cette aventure, j'ai eu l'occasion de discuter avec un psychologue à qui j'ai demandé, il me dit mais sur quoi tu travailles? On travaille sur une histoire des préjugés, c'est passionnant, et je lui expliquais que ce qui est dingue, c'est qu'on a l'impression que depuis que l'humanité existe, il y a des préjugés. Et il m'a posé une question que j'ai trouvée très pertinente. Il a dit mais à ton avis, s'il y a des préjugés depuis le début de l'humanité, peut-être que ça a une utilité. Et je lui ai dit on n'a pas du tout pensé à cette question. Et je lui ai dit mais par exemple quelle utilité? Eh bien pour lui, la question de l'utilité du préjugé, c'est que le préjugé est une réponse immédiate à une question pour laquelle on n'a pas le temps de réfléchir. Et qui fait que peut-être que ça explique la survie de l'humanité. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation où vous voyez tout seul dans la rue, il fait noir, vous avez quelqu'un, un molosse qui est en face de vous, et ben le préjugé va vous dire « Oh là là, dans cette rue, face à cette personne, il faut que je parte en courant ». Donc, c'est une question de survie. Parce que si vous voulez essayer de déconstruire ces préjugés, vous pourriez aussi vous dire « Non, mais cette personne, elle ne me veut peut-être pas du mal. Peut-être que je peux aller l'aborder, discuter avec elle, et essayer de comprendre qui elle est. » Mais là, c'est une autre partie du cerveau qui fonctionne. C'est celle de la réflexion. Oui, on est tous d'accord que c'est pas bien d'avoir des préjugés. Sauf que, c'est trop fort. Et de temps en temps, on a besoin d'une réponse immédiate. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux peuvent être aussi vecteurs de préjugés, parce que immédiatement sur Twitter ou sur Instagram, on va répondre immédiatement à une réaction sans porter la réflexion. Et ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez fait un travail de réflexion qui nous aide à nous dire cette personne, oui, je peux ne pas en avoir peur, que ce soit un migrant ou un étranger, etc. Est-ce que je suis prêt à faire l'effort d'aller le rencontrer, de discuter, ou est-ce que je choisis d'avoir l'autre partie du cerveau qui me dit tu fais demi-tour et tu pars en courant? C'est vrai que Jean-Baptiste a raison dans cette approche-là du préjugé. Il y a eu beaucoup d'études et depuis le livre, moi j'ai eu l'occasion d'échanger avec tout ce qui est psychologue, etc. Et c'est extrêmement bien étudié, les différentes étapes, les mécanismes. Mais alors là, on est quelque part dans le cerveau et je ne maîtrise absolument pas, mais c'est très intéressant comment sur le rapport à l'autre, il y a une première étape de je constate que c'est différent et j'arrive à m'en méfier, etc. Mais il manquait, c'est pour ça que le livre d'ailleurs est bien reçu, il manquait ce regard historique sur le phénomène. Et c'est de voir en fait à partir de quel moment ça vient. Mais le travail préparatoire, c'est vrai, avait déjà été fait. Et je ne sais pas si quelqu'un veut réagir là-dessus, mais pour la compréhension du monde, les préjugés, je ne dis pas qu'ils sont utiles, mais il y a un des textes qui a été énormément commenté dans la presse, c'est celui de Sabine Dulin sur « Les Russes ont besoin d'un homme fort ». Bon, ça, on m'en a parlé, mais bien sûr, l'actualité. Et c'est fascinant vraiment de voir en fait que dans cette lecture géopolitique où c'est quand même très complexe, on ne maîtrise pas tous les pays, les machins, les enjeux et tout, et que quand il se passe quelque chose, très vite se dire, bon oui, les Russes ils ont besoin d'un homme fort, et les Chinois sont fourbes. C'est connu. Non, mais c'est ça aussi le préjugé, ça facilite, ou le stéréotype, quelque part, ça fonctionne un peu pareil, ça facilite la lecture du monde, ça simplifie. Oui, et ça confirme que tout préjugé est collectif. Donc, toute société a des préjugés. On peut même penser qu'une société qui n'aurait pas de préjugés, ça n'est pas une société. Donc, comme le disait votre interlocuteur, il y a une espèce de nécessité des préjugés. Mais bon, ça nous entraîne un petit peu loin. Quelque chose qui m'a frappé également quand j'ai commencé à réfléchir, puisqu'on m'avait invité à le faire, c'est que moi-même j'ai des préjugés et naturellement j'en ai un peu honte, donc je n'en parle absolument pas. Donc je triche, mais la tentation était grande quand même d'avouer ceci ou cela. Je ne l'ai pas fait, mais je pense que chaque auteur a ressenti la même chose. Oui. Ah oui, et en tant que lecteur, moi je l'ai ressenti en lisant les textes. Non mais c'est vrai, ça nous renvoie à nous-mêmes, vraiment. Quelqu'un... Oui, vous avez le micro. Bonjour, merci beaucoup pour la qualité de vos interventions. Du coup, je me demande si Pascal Praud est gaucher, en fait.
Monsieur Pastoureau vient en partie de répondre à la question que j'avais. En fait, je me demande si le préjugé est culturel, social, s'il est générationnel, et si certaines sociétés ou certains peuples n'en sont pas exempts, ça on l'a bien compris, mais sont moins soumis à des préjugés que peuvent l'être d'autres sociétés, peut-être plus modernes. Est-ce que dans l'histoire, on a constaté que certains pays ou certains peuples étaient beaucoup moins soumis à des préjugés que d'autres? On a essayé, nous, je vous disais tout à l'heure, de chercher d'autres historiens et historiennes, des regards venus d'ailleurs. On n'a pas trouvé beaucoup, mais on en a trouvé quand même. Et personne n'est exempt de préjugés. De se dire, le groupe face à nous, si je parle de groupes humains, il a cette étiquette-là. Moi, je ne vois pas. Une idée? Non, c'est même contraire à la question posée. C'est pas possible qu'il y ait un déséquilibre quand on compare des sociétés, des groupes de population, des milieux sociaux. Il y a des préjugés partout. C'est d'ailleurs ce qui contribue à faire leur différence et donc à créer du social. Il n'y a que dans Concordance des temps, à 10h, le samedi, il n'y a pas de préjugés. Pendant 1 heure, voilà, c'est pur. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. J'essaie, moi aussi. Quel bon camarade. Ma question porte sur la couleur verte. Alors, redites. Comme ça? Oui. Oh, pardon. Oui, ma question porte sur la couleur verte, donc je pense que c'est Monsieur Pastoureau qui va me répondre. J'ai maintes fois entendu dire que le vert était la couleur de l'espérance. Alors, est-ce un contre-préjugé? Est-ce une autre forme de préjugé? Voilà, c'est tout simple. Deuxièmement, sur le vert, le gris qui tire sur le vert porte le nom de soit vert de gris, soit gris vertueux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, alors, dans cette deuxième partie de la question, il y a des jeux sur les mots et les idées qui naissent des assonances, de la musicalité des vocables, des jeux de lexique qui créent des idées, du sens, de la symbolique, des superstitions, des préjugés. C'est de toute époque, de toutes les langues. C'est particulièrement fort en latin, ou alors c'est parce que moi je suis latiniste, je suis plus sensible. Mais l'idée que le vert est couleur d'espérance, ça remonte loin, mais pas si loin que cela, parce que ce que nous appelons la symbolique des couleurs, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment dans les sociétés anciennes, ni même dans la basse antiquité. La symbolique des couleurs, elle naît entre la fin de l'Empire romain et l'an 1000 en quelque sorte, parce que c'est le moment où, lentement, les couleurs commencent à être pensées comme des abstractions et pas seulement comme des qualités matérielles. Ce qui m'aide d'ailleurs à étudier ce passage, c'est la grammaire, c'est-à-dire le statut des termes de couleur qui ne sont qu'adjectifs dans les langues anciennes et qui deviennent aussi, en latin médiéval, des substantifs. Et à partir du moment où un terme de couleur devient également substantif, la symbolique des couleurs peut se mettre en branle, c'est-à-dire que la couleur peut être envisagée hors de son support, hors de sa matérialité. Nous pouvons dire tous dans cette salle, j'aime le vert, j'aime le rouge, je déteste le violet, etc. Jamais un Romain ne pourrait dire ça, c'est trop abstrait. Il dira, j'aime les fleurs rouges, j'aime les fleurs bleues, je déteste les vêtements bleus des barbares, des Germains, etc. Donc, le vert, couleur symbolique de l'espérance, ça n'apparaît qu'à partir du moment où la symbolique des couleurs est déjà dans l'air du temps, c'est-à-dire un peu et après l'an 1000, et le discours des pères de l'Église et la liturgie jouent un rôle considérable dans ce domaine en Occident. Et nous vivons encore sur cette symbolique des couleurs qui se construit au Moyen-Âge et qui a son statut presque définitif au début de l'époque moderne. Le monde contemporain n'ajoute pas grand-chose. Alors le vert est couleur d'espérance parce que, nous dit un très grand liturgiste,
qui est le pape Innocent III, mais avant qu'il soit Innocent III, quand il n'était que cardinal, il a écrit un traité sur la messe où il parle énormément de la symbolique des couleurs à propos de la liturgie. Et il nous dit que le vert, c'est la couleur intermédiaire entre le blanc, le rouge et le noir, et par là qu'il est ouvert à toutes les potentialités. Donc c'est la couleur de l'attente, de l'espérance, et parfois même du rêve. Donc c'est une idée qui elle-même est assez abstraite, mais qui va se construire, se renforcer progressivement. Mais quand on dit que le vert porte malheur, au fond, c'est le même dossier, c'est le même monde avec ces deux volets, hein, le vert couleur d'espérance d'un côté et couleur qui porte la poisse de l'autre. Mais c'est la même idée, au fond, quand on réfléchit. Et quand on travaille dans ces domaines, bien sûr, on s'aperçoit qu'il y a toujours deux aspects qui sont inséparables. On parlait des roux tout à l'heure. La rousseur, c'est la coloration qui associe les mauvais aspects du jaune et les mauvais aspects du rouge. Chaque couleur est ambivalente avec du négatif et du positif, et la rousseur a cette propriété de ne s'en tenir qu'aux deux aspects négatifs, celui du jaune et celui du rouge. Donc, nous, c'est le vert de l'espérance. On va prendre une dernière question. Merci, Michel. Oui. Ah, pardon, excusez-moi. Oui. En vous écoutant, je me suis posé la question des synonymes de préjugés. J'ai trouvé rejet, condamnation, même haine du gaucher, par exemple, ou même propagande, pouvoir, je ne sais pas. Et surtout, je me suis posé aussi la question du contraire du préjugé. Et je voulais vous demander si c'était pour vous plutôt l'esprit de la nuance, de l'effort, de la réflexion, de l'exigence scientifique. Est-ce qu'il pourrait y avoir une histoire des post-préjugés ? Non, je ne pense pas. Puisque c'est la science, finalement, peut-être. Ici, en tout cas, parce que, enfin, je ne sais pas, vous allez répondre, hein, mais moi, c'est sur le regard d'historien, d'historienne que l'on voulait dans le livre. C'est le préjugé comme objet historique, au sens où ils existent. C'est un fait. Ils sont là, étant donné que des hommes, des femmes y ont cru, et pour certains, ils croient encore. Ils croient encore. Waouh. La dictée, là Ouais, j'ai eu un... Oh. Il y a un vertige, un truc, je ne sais pas si je vais m'en remettre. Hein. Pas d'où ça sort, ça. Et voilà, et donc c'est un objet historique. Et donc, c'est étudié en tant qu'objet historique. Je ne sais pas d'ailleurs, un antonyme de préjugé, je ne le vois pas. Il y a des préjugés positifs voilà, qui ne sont pas les préjugés qui ont été étudiés ici. Mais qui ne sont pas justes non plus, parce que tous les Italiens ne chantent pas bien. Non, mais c'est vrai. Tous les Turcs ne sont pas forts. Ouais, c'est vrai. On en connaît. De toutes les femmes qui sentent bon ne sont pas dangereuses. Bon. Non, mais c'est intéressant à réfléchir au vocabulaire utilisé et de se dire que des synonymes, on en a, mais des antonymes, il n'y en a pas tant que ça, quoi. La préjugé. Il ne faut surtout pas convoquer la science ou les sciences qui, elles-mêmes, ont des préjugés, à la fois sur le plan historique. Je connais moins ce qui se passe à l'époque contemporaine, mais quand Newton, par exemple, découvre le spectre en 1666, il ne trouve que 6 couleurs en décomposant la lumière blanche du soleil en rayons colorés, et 6... symboliquement, ça n'est rien, même encore dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Alors, il rajoute une 7e couleur pour faire un septénaire, ce qui est la norme des choses depuis l'Antiquité grecque, pour faire une série, une séquence, une équipe, etc. Et il rajoute l'indigo. C'est pour ça que dans notre arc-en-ciel, il y a violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge. Donc il y a 2 bleus, ce qui est un peu extravagant, mais ça montre combien la science elle-même, y compris la physique de très haut niveau, parce que Isaac Newton est quand même un des plus grands hommes de science de tous les temps, est soumis aux traditions, aux préjugés, aux présupposés, aux conventions. Aucune société n'y échappe consciemment ou inconsciemment. La plus courte question, parce qu'il faut qu'on libère l'hémicycle. Alors, on a bien compris qu'il n'y a pas de peuple prédisposé pour les préjugés, mais est-ce qu'en revanche, certaines périodes de l'histoire
la guerre versus la paix, la Renaissance italienne versus des périodes d'obscurantisme. Est-ce que là, il y aurait plus de tendance à aller vers les préjugés de la part des peuples? Eh bien, je vais vous faire la réponse. Mais on a du spécialiste de la préhistoire, on a tout, on a l'Antiquité, ces mondes mérovingiens et le Moyen-Âge. Cette certitude que détruire les préjugés, diffuser l'information, que le savoir à portée de tous, aller faire disparaître l'obscurantisme et ses préjugés, en réalité, on y est. Jamais l'information n'a été aussi accessible, jamais il n'a été possible de voir autant de cours, de conférences en ligne, d'accéder aux livres. Kern, Percé, ces sites d'articles scientifiques, Gallica, la Bibliothèque nationale numérique, le savoir est là et à portée de main. Moi, c'était mon fantasme de gamin et maintenant, c'est là, quoi. Pour la recherche, on le voit bien, les archives numérisées, on avance, on sait tout et on peut lire les textes de Jean-Noël Jeannet, Michel Pastoureau, Jean-Paul Demoule, Eugénie Briot, Delphine Diaz, Bruno Dumézil, de tout le monde. Et les préjugés n'ont jamais été aussi présents. Donc c'est ce paradoxe-là, moi, que je relève. C'est vraiment ça, c'est te dire toutes ces périodes du passé qu'on a considérées comme barbares dans l'obscurantisme, etc., qui n'avaient pas autant accès au savoir que nous, ne sont sans doute pas aussi obscurantistes que la nôtre, où c'est vraiment très impressionnant. On a tout pour les faire disparaître ou atténuer, et pourtant ils sont toujours là. Donc c'est peut-être nous, en fait, les pires de tous. Merci vivement à toutes, à tous. Merci à vous.